Salut YouTube. Là, on fait une expo incroyable grâce à un sondage consultatif de qualité auprès de la communauté. Et donc, on va parler des Mayas, donc les Mayas dans la collection du British Museum. Donc, en gros, une brève histoire des collections du British. Voilà, bienvenue. Bienvenue, et bienvenue à vous tous. Voilà, c'est YouTube. Mais oui, c'est parfait. Non mais, il faut comprendre, comme ça me permet d'avoir directement, les vidéos tout de suite bien coupées. Du coup, les Mayas, c'est une culture que j'aime beaucoup. Enfin, après, sincèrement, tout ce qui est culture d'Amérique du Sud et du Mexique, bon, il y a une époque j'étais au taquet parce que ça fait partie de mes examens, mais à force ça se mélange un petit peu, hein, tu vois, il y a des choses, je pourrais resituer, mais voilà, je vais être... on va y aller un petit peu, on va dire mollo, hein, soyez... voilà. Je voudrais juste la zone géographique pour vous montrer un petit peu, parce que pour moi c'est autour du Mexique, si je me trompe pas. Donc il y a le Mexique, mais il n'y a pas que, voilà. Il y a la partie sud du Mexique, le Belize, le Guatemala, Honduras et Salvador. Donc voilà, donc on a toute cette zone donc ici qui correspond à la culture maya. Donc la culture maya, hein, elle s'est développée, c'est l'une des plus tardives, hein, par rapport à toutes les cultures de la Mésoamérique que l'on connaisse. Elle est quand même... Attends, merde, je confonds avec les Aztèques, je suis désolée. Oui, c'est ça. Donc, les Mayas, c'est avant les Aztèques, normalement. Et les Aztèques sont les plus... voilà. Donc, voilà. À quel point, tu vois. Voilà. Alors, donc, c'est quand? Donc, vers 2600 avant Jésus-Christ, ok, jusqu'à 1520. Une fourchette, à peu près. Tu vois. Donc, mais les Aztèques, ça doit être après, attends. Et les Incas étant les derniers, de toute manière. Alors, conquis par les conquistadors à partir de 1532. Voilà, donc en plus ça permet de voir un petit peu, voilà. Donc les Aztèques, les Incas, purée, je vais y arriver. Les Incas, donc tu vois, ils se développent toute cette ligne-là, enfin sur toute cette superficie-là. Et les Aztèques, c'est plus haut, voilà. Donc on est plus sur la région plus centrale finalement du Mexique. Voilà. Hop. Et comme grand monument pour la civilisation maya, on a Chichen Itza, donc cette pyramide à degrés. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre qu'on regarde rapido, les codex, etc. Ouais, non, de toute manière, on va retourner sur l'expo. Mais c'était au moins pour resituer un petit peu d'un point de vue géographique et temporel. Mais voilà, de mémoire, moi, tout ce qui était 2e, 3e millénaire avant Jésus-Christ, c'est pas la période la plus connue. Hein, celle qu'on connaît le plus, c'est celle qui est qui est après, quoi. C'est-à-dire plus... Ouais, voilà, ces périodes-là. Ok, ouais. Entre 1000 et 400 avant notre ère. Ok, du coup. Touc. Mais ça, ils ont une faculté de... Enfin, j'aime beaucoup dans tout ce qui est art du Mésoamérique, c'est la manière de transcrire certains traits. Je trouve que c'est très parlant et c'est très représentatif. Enfin, tu reconnais. Enfin, dès que tu vois en général ce genre de motifs, enfin, de personnages, la manière dont ils sont présentés, tu identifies ça tout de suite à l'Amérique du Sud, globalement. Et je trouve ça assez impressionnant. Et puis même leur culture, quoi, avec les bijoux de nez. T'as de ces trucs, des fois, c'est assez impressionnant. Anecdote, je me souviens, quand j'étais à l'école du Louvre, on avait des petits jeux, notamment lorsque c'était la saison des partiels. Quand je veux dire petits jeux, c'est plutôt des défis, tu vois. Tout comme aujourd'hui, tu peux avoir tiens, pour une réunion, t'as un challenge, tu dois dire le mot melon, tu vois, pendant la réunion. Et on avait, pareil, avec les copines de l'école, on avait le même genre de challenge. Et du coup, on devait faire pareil avec les partiels, de caler des mots. Voilà. Je suis pareil avec mon goûter. Ah, bien. C'est bien.
Et je me rappelle, il y a un partiel. Bon, c'était pas trop du jeu non plus, parce que finalement, c'était trop simple. Mais j'avais dû caler le terme... Oh putain, je vais me faire ban de Twitch. Le terme d'une pratique sexuelle qui se passe par l'un des orifices, on n'a pas trop l'habitude. Voilà. C'est pas que j'ai pas envie de le dire, c'est juste que je sais pas si je vais pas me faire strike. Tout, voilà. Et du coup, j'ai réussi à caler ce mot très facilement parce que dans l'art de la Mésoamérique, le nez. Oui, entre autres, c'est plutôt à l'opposé. Voilà. Mais du coup, c'était rigolo parce que c'était... J'aurais dit aux potes, mais c'est même pas drôle, en fait, parce que dans l'art de la Mésoamérique, t'as que ça limite, quoi. Enfin, t'as pas que ça, mais t'en as beaucoup. Et du coup, j'étais toute contente de l'avoir quand même placé parce que tu dis, putain, j'imagine le correcteur qui a lu ma copie, qui doit être l'un de mes profs. Et après, je m'étonne de m'être plantée à l'école. Il y a du faux, non, mais voilà. Oui, voilà, de la musique. Oui, c'est ça. C'est complètement ça. Voilà. C'est ça. Sous les ongles. Oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc c'était très drôle. Parce que on a voilà, notamment dans l'art céramique. L'art céramique de la Mésoamérique, mais t'as de ces scènes. Tu dis, mais c'est pas vrai, c'est des pranks, quoi. T'as des... Voilà. C'est le dire. Et donc là, il y a quelqu'un qui arrive. Ah bah j'arrive, et puis forcément, Sabine, elle parle de sexe. Bah oui, hein, je suis historienne de l'art. Hein. Donc ça en fait partie. Je vais me faire ban, moi, avec vos conneries. En même temps, une historienne de l'art, sur Twitch, forcément, un jour, elle va se faire ban, c'est clair. Même plus de la moitié des œuvres, c'est des gens à poil, qu'est-ce que je dise. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? First a trickle, then a flood. A trickle, c'est pas un... Putain, on est mal barré, tu vois. Traduit, mec. Pour moi, c'est d'abord un... trickle, c'est pas un hobby, tu vois, mais c'est pas un truc comme ça? Attends, on va ouvrir. Alors là, je suis désolée, hein, moi, j'assume le fait que ça fait longtemps que je ne pratique plus d'anglais. Hop. Surtout ce type d'anglais-là. Attends, trickle. En plus, je te fais réviser ton anglais, quoi. C'est-à-dire quoi? Un filet? Ah, d'accord, je comprends. Ah, et ça va avec le terme de flood. Sabine? Oh, ça va, je suis fatiguée. Hein. La fille qui sort toujours mes excuses. Oui. C'est une bruine, je crois. Moi, une... Ah, d'ailleurs, vous voyez mal, attends. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Oui, c'est une pluie légère, visiblement. Donc ça va avec le... Voilà, donc d'abord peu d'éléments et ensuite donc une inondation, donc beaucoup d'œuvres. J'imagine d'abord pas beaucoup d'intérêt et ensuite un très grand développement de tout ça. Alors, le British Museum a été fondé en 1753, mais c'était... Attends, donc... donc c'est à partir... Enfin, c'est 100 ans plus tard que l'art des enfants, les artefacts des Mayas a commencé à arriver dans les collections. Une par une d'abord, puis après, les collections plus complètes. Donc les scientifiques étaient intéressés par la culture aztèque. Et, enfin, la culture et l'art aztèque. Et donc en gros, cette recherche, c'est vrai que le 19e, c'est l'une des périodes où on s'est intéressé le plus à ces cultures éloignées. Parce que tu as notamment le fait du développement du voyage, le développement des techniques de voyage, hein, c'est-à-dire là on a des machines vraiment des gros bateaux qui permettent plus facilement de transporter les gens en un laps de temps plus contrôlable, et encore, Joker. Mais en tout cas, on a les destinations, le principe de partir ailleurs, c'est de plus en plus important. Et avec ça, le côté découverte, voyage, le développement des sciences aussi, tu vois, ce développement d'une culture scientifique qui veut étudier à fond toutes les cultures qui existent. Ouais, une petite dimension aussi colonialiste, mais on va pas trop parler de ça. Bref, tu comprends. Et puis, voilà. Mais en tout cas, il est sincère, hein, cet engouement.
pour l'ailleurs. Un ailleurs qui va incarner quelque part aussi à la fois donc une fuite d'un quotidien, mais aussi voilà, objet de recherche. Une envie vraiment de comprendre, comme je dis encore une fois, il y a un gros développement des sciences à ce moment-là. Surtout des sciences qui vont se démocratiser, dans le sens où tu as de plus en plus de personnes qui vont faire partie de comités scientifiques, d'associations, de voyageurs, etc. Donc une envie folle de comprendre les cultures, les sciences aussi de manière plus générale. Ça me rappelle qu'un concours d'archéo sur la Gaule narbonnaise, un des généraux romains qui a conquis le territoire s'appelait Marcus Plancus. C'est nom. Autant que dire qu'avec mes 10 ans d'âge mental... Ah bah... Vas-y, tu viens de dire que j'ai 10 ans d'âge mental, là. Ah non, mais avec moi, ça marche, ces trucs-là, tu sais. Voilà. 10 ans d'âge mental, à peu près. Non, mais voilà. Pour ça, moi, il ne faut pas des blagues trop élevées, parce que je comprends pas. C'est pour ça que je dis souvent, plus une blague, je la comprends pas, plus elle est drôle, parce qu'en fait, plus elle est recherchée, aboutie. Moi, je suis humour très pipi caca au final. Voilà. Je suis bon public. Bon. Ça me rappelle une scène de la vie de Brian, aussi avec un nom de militaire romain. Oh, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je m'en rappelle pas. Mais ouais. Ah, tu m'étonnes, Marcus Plancus, mais c'est énorme. Mais le pauvre, quoi, il a même pas fait exprès, quoi. Oh là là, les parents sont cruels. Arrêtez de donner des noms cons à vos enfants. C'est terrible. Donc voilà. Et du coup, oui, en plus, tu as de cet intérêt scientifique, tu as aussi le développement. Enfin, le 19e siècle, c'est le siècle des musées. Tu vois, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le musée apparaît au cours du 18e, enfin l'institution, j'entends. Du coup, tu as plein de musées qui vont ouvrir au cours du 19e siècle. Et ben, on a les collections, on a envie de les protéger en les rapatriant pour les protéger toujours, mais aussi pour les étudier. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du trash talk par rapport au British Museum. Mais il n'est pas le seul, hein. Il n'est point le seul. Hein. Donc en général, tu profites souvent des guerres et tout ça pour ramener discretos un petit peu d'art. Alors, une grande collection de sculptures aztèques, donc qui sont notamment présentées dans la galerie, donc acquis en 1825. Alors, d'accord, donc l'intérêt pour les Mayas, c'est surtout développé dans les années 1840, depuis la publication de Stephens et Catherwood. Je ne connais pas, attends, je vais regarder. Par rapport à ce qu'ils ont fait sur les Mayas. Alors, donc apparemment ce sont des archéologues, je pense. Ouais, John Lloyd Stephens et Frederick Catherwood. Ok. Un explorateur. Qu'est-ce que tu fais, Gigi ? Ah, elle est pas là. Elle fouille dans mon sac, c'est normal. Non. C'est ça le nom ? Oh purée. Ah là là. Fun fact, ça se dit plutôt Mentula Magna. Oh là là. Oh là là. Ça y est, c'est parti dans le latin. Et les mots, enfin le grivois avec le latin. D'accord, donc ce sont des explorateurs. Donc ils ont visiblement fait pas mal de choses, notamment des relevés, parce que on a pas mal de dessins. Enfin, les explorateurs font souvent des relevés, des choses comme ça, pour ensuite les publier, parce que l'appareil photo, c'est pas toujours simple à se trimballer. Et parfois, ils racontent aussi après. Enfin, donc parfois, tu peux avoir des illustrations qui sont post-voyage, quoi, par des artistes. Il y a les deux qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, alors, Alfred Perceval Maudslay. L'intérêt pour les anciens Mayas s'est développé à partir de la seconde moitié, enfin au cours
de la seconde, enfin du milieu du 19e siècle. Mais c'est peut-être le travail de Maudslay dans les années 1180 qui a vraiment bien donné un petit coup de fouet là pour une sorte de frénésie archéologique, la recherche autour de la région de la culture maya. Elle est belle cette photo. Je la trouve très très jolie. Bon, il pose complètement, hein, il fait genre et tout là d'être au boulot, mais c'est complètement posé. Mais je la trouve très belle. Pardon. D'ailleurs, est-ce que les différents pays sud-américains font aussi des réclames sur les artefacts à l'instar de la Grèce ou de la Chine? Je réfléchis, j'en ai déjà vu. J'ai pas souvenir. Mais il y a toujours des œuvres qui sont demandées. Notamment, ce qui se comprend très bien, notamment tout ce qui est de l'ordre du funéraire. Tu vois, enfin des momies, des trucs comme ça. Je me demande... ça doit forcément exister. Je vois pas un objet comme ça qui... là, j'ai pas d'exemple précis, mais... Et vu à chaque fois les conditions en général d'acquisition... Donc bon, c'est... Surtout encore plus... parce que les problématiques sont souvent là, c'est encore plus quand ça touche du funéraire, quoi, parce que... Bah voilà, quoi. Mais après, c'est pas aussi politique, je pense. Il n'y a pas eu une force politique aussi forte que pour la Grèce ou la Chine, je pense. T'as l'Afrique aussi, pas mal, depuis quelques temps. Enfin, les différents pays qui ont été... Voilà. Ah bah là, justement, là. Donc là, Maudslay, il est à Chichén Itzá. Ah, si je clique, ça fait quoi? Interdit. D'accord. Pardon Google. Ah, elle est vraiment très belle cette photo, j'aime bien. Mais par contre, là, il est dans son linge sale, là, derrière, alors que, voilà, il est dans une pyramide, quoi. Paye ton respect. Bref. Alors, Maudslay a fait plusieurs photographies de très grands... Enfin, de sites très connus, comme Tikal, Palenque, Chichén Itzá, pour en citer que quelques-uns. Oui, Gigi, c'est pourquoi. Tu veux venir? Attends, t'enroules pas par contre. Oh putain. Oui, mais t'enroules pas dans mon câble. Bah ouais. Attends. Tu me gênes pas du tout. Et autre question dont j'imagine aussi la réponse. Est-ce que les archéo-mayas étaient aussi des Schliemann en puissance, en mode fuck la stratie, on creuse comme des porcs que pour trouver du beau? Bah après le... Ah, tu veux dire les personnes qui ont... Parce que quand tu parles d'archéo-maya, c'est-à-dire d'archéologues qui sont spécialisés dans l'art maya, peu importe leur origine, qu'ils soient français, allemand, machin, ou des archéologues mexicains et tout ça. Enfin... Mais bon. Il y a eu quand même, dans certains cas, des tentatives de faire attention. Et là, fondamentalement, je sais pas s'ils ont eu besoin de faire péter des trucs plus que ça. Ça va, Tigi? Ouais, mon bébé, ça. Bah, après, non, si, tout ce qui est strati... Donc vraiment, l'étude... alors, si je me trompe pas, tu me dis, hein, Starfire, si je me plante. Vraiment, la stratigraphie, vraiment l'étude du sol, les différentes couches, qu'est-ce qui... Enfin, voilà. Non, Après, en même temps, on n'avait pas autant de machines, donc, enfin, t'imagines, ils avaient... Sur eux, ils n'avaient pas énormément de choses en leur permettant de bosser, quoi. Oui, les fameux occidentaux pionniers de manière générale. Oui, bah ouais. Oui, bah oui, tout comme il y en a qui ont forcément gardé des œuvres pour eux, les trucs acquis de manière un peu, voilà. Ah tiens, regarde, c'était disposé comment? Oh bah je sais plus.
ils essayaient, attention, je dis pas qu'ils étaient tous comme ça, il y en a qui essayaient de faire gaffe, hein, notamment, bah tiens, imaginons qu'ils rentrent pour la première fois dans une des pyramides et découvrent par exemple un tombeau, même si là c'est pas le cas, c'était pas des tombeaux, mais enfin pour te resituer un peu, ils essaient quand même en général de décrire ce qu'ils voient de manière la plus efficace, mais ils ont pas un matos exceptionnel, hein, et puis ils sont... Le rapport à l'archéologie a beaucoup changé, quoi. Mais bon, peut-être que, tu vois, peut-être que dans 100 ans, on dira qu'on fait de la merde aujourd'hui, hein. Je sais pas. Peut-être qu'on aura des nouvelles machines où bon, bah, tu peux parfaitement faire super gaffe à tout. Ça va, oh là, tu fais un gros câlin, toi. Hein? Ouais, t'es content quand je suis là. Donc bon, c'est... Ben, ouais, quand même. Peut-être un peu moins bourrin, parce que je me rappelle d'anecdotes en Égypto. Putain, l'archéo à la dynamite, toi, les gars. Ah bah, on a perdu beaucoup d'objets, hein. Bah ouais. Tu montes pas de C4 aussi pendant qu'on y est. Enfin, moi, c'était pas du C4 à l'époque, mais... Oui, Madji, fais câlin au micro. Mais bon, voilà. Pas dans 100 ans, dans 20 ans à peine. Oui, parce que en plus, ça va de plus en plus vite, les changements, enfin les évolutions dans les secteurs d'activité, dans les sciences, etc. Donc complètement. Mais c'est mon café. Enfin non, c'est pas un café, c'est un déca. Tu veux du déca? Non, bah voilà, t'en veux pas, donc tu le laisses. Ah, tu vois, voilà, par exemple. Ça, qu'est-ce qu'il dit? Donc je sais pas, hein, j'imagine. Ça a été probablement... Enfin... Ils en ont peut-être ramassé qui étaient au sol, mais il y en avait peut-être qui étaient in situ. Enfin, in situ dans le sens sur le monument. Et ça se trouve, ils ont découpé. Ça c'est fréquent. C'était fréquent, ça, de couper. Ça se trouve, c'est pas le cas pour ces trucs-là. Je connais pas l'histoire de cette collection-là, de ce qu'on voit. Mais ça m'étonnerait que tout ça, c'était par terre, en fait. Hein. Je sais pas, Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Alors, peut-être que... Attends, en gros, ce qui a plus de valeur, enfin, ce qui plus de valeur que les photographies des archéologues, on a clairement les... Ah, mais non, c'est bon, c'est des moulages. Ah, c'est bien. Donc, ils ont fait attention. Et encore donc, ce sont des moulages. Voilà, donc tu vois, j'ai parlé trop vite. Mais en même temps, attention, les moulages, ça peut aussi abîmer les œuvres. Hein, voilà. Mais en tout cas, là, tu vois, ils ont fait, pour ne pas prendre justement, parce que ça se faisait hein, à l'époque, pour ne pas prendre les morceaux, enfin les décors directement des monuments. Pardon, j'ai un petit bruit de gorge bizarre. Pour prendre les décors depuis les monuments, ben, tu mets du plâtre par-dessus, hop, ça te permet d'avoir une empreinte. Donc là, apparemment, ça a été moulé. Si je comprends bien, même mold, normalement, c'est moulé. Voilà, et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Coucou le Parthénon. Bah oui, bah clairement. Donc bon. Mais je sais même pas où c'en est cette histoire avec le Parthénon. Parce que pour... donc en gros, la polémique... c'est une polémique, elle est logique, hein, cette polémique. En gros, les frises, le décor du Parthénon a été déposé et emmené en Angleterre avec l'excuse qui est en soi qui est une bonne excuse. Hein, c'est juste que bon, bah, au bout d'un moment, voilà, peut-être le rendre. En gros, de protéger les décors pendant la guerre. Je sais plus c'était quelle guerre. Bah, genre, c'était pas. C'était pas la guerre contre les Ottomans. Je sais plus. Attends. Polémique. Parthénon. British Museum. Je crois que c'est ça le bail en fait. Alors. Ah, en plus, il devait y avoir des négociations. Attends, connaissance des arts, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, bah oui, avec le Brexit, ça relance. Bah oui. Ah, tu m'étonnes, avec le Brexit, ça relançait le truc, quoi. Alors. Je sais pas s'ils en. Je sais pas s'ils en parlent. Attends. Depuis quand?
Non, ça parle... Alors... Ah oui, dès la proclamation de l'indépendance de la Grèce en 1832, direct, ils ont dit « Ah, rendez-nous ça !» Ah putain, t'imagines l'excuse? La réponse du British Museum par rapport à la demande du gouvernement grec, qui est hyper légitime. Donc en gros, les antiquités sont tellement importantes concrètement qu'elles font partie d'un patrimoine commun à tous et que leur acquisition s'est faite en toute légalité. Je suis pas très sûre. Ouais. Alors, une bataille diplomatique. Et c'est contre Delgin, ouais. Delgin, je sais pas comment on dit. Donc à la fin du XVIIIe siècle, Thomas Bruce, comme Bruce Wayne, comte Delgin se rend en Grèce pour assurer les fonctions d'ambassadeur britannique auprès de l'Empire ottoman qui occupe le pays depuis le XVe siècle. Le Parthénon, donc sur l'acropole d'Athènes, il est en ruine. Et donc voilà, le pouvoir ottoman autorise Elgin à prendre les fragments. Donc voilà, où il disait en gros ce sera mieux conservé, t'inquiète, je gère. Il met dans ses valises, bah putain il a des grosses valises hein. Mais si moi j'aurais fait la même formulation, oh là là je rigole. 17 statues des frontons, les 15 métopes, donc les là. Tu as les panneaux sculptés. Ah non, c'est ça frise, pardon. Les métopes, c'est des carrés en fait. Bon, je sais pas où ils sont, mais. Ah, derrière là, tu vois là, ça c'est une métope. Voilà. Les vestiges sont exposés chez Huche quand. Mais non, pas eu. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, t'inquiète, je vais les protéger, les machins. Il les a conservés chez lui, le gars. Putain, le malin. Et donc, en fait, c'est le British Museum qui les a achetés. Donc, putain, c'est fou, hein. C'est fou. British Museum be like, ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à moi. Mais oui, parce que fondamentalement, si on suit la logique, si c'est universel, bah, ils peuvent l'avoir aussi, les Grecs. Tu vois. Alors, tandis que la Grèce considère la collecte d'Elgin comme un vol, au Royaume-Uni, il voit une transaction légale encadrée par un contrat établi entre l'ambassadeur et les autorités ottomanes. Ouais. Ouais, bah ouais. C'est chaud, hein. Ah là là, c'est terrible. C'est terrible. Attends, ça, je ferme ce truc-là. Hop. Hop là. Donc non, forcément, c'est très problématique parce qu'évidemment, c'est comme si... avec quoi on pourrait comparer? Enfin, en général, on aime bien comparer ça, tu vois, par exemple, avec la Joconde, parce qu'à un moment donné, la Joconde, les Italiens, ils disent « Rendez-nous le machin !» Bah non. C'est pas pareil, tu vois. Attends, je voulais juste modifier les infos du stream. Alors, on va mettre les Mayas. Au cas où c'est des personnes qui arrivent. Donc c'est compliqué. Enfin, moi, forcément, je préférerais que ça retourne sur le Parthénon. Mais bon. C'est compliqué. Voilà. Voilà, juste modifier. Voilà. C'est très compliqué. C'est parce que évidemment chacun va camper, on va utiliser la loi comme ouais, voilà. Mais donc là, le moulage est un moyen très intéressant du coup de rentrer sans problème. Bon, même si à la rigueur t'abîmes un petit peu l'œuvre. En fait, moi, ça me pose des questions. C'est notamment quand tu fais un moulage, là notamment t'as des pigments dessus. Ce qui m'embêterait, c'est que en prélevant le moulage, c'est pris aussi une partie. Enfin, en gros, que c'est dégradé les pigments. Voilà, ce serait forcément, ce serait ma crainte en tant qu'histoire de l'art que ça abîme l'œuvre d'origine. Mais en soi, forcément, je suis grave contente qu'ils aient fait des moulages, quoi. C'est génial. C'est top. Bonjour monsieur, qu'est-ce que tu fais avec ta petite lampe là? Alors, il reste une ressource primordiale pour l'étude, pour les universitaires pour étudier l'écriture et l'iconographie, donc maya, et tout particulièrement quand les originaux ont souffert des dommages du temps. Et voilà, et ça me permet justement de faire cette transition-là, que les moulages ont cet intérêt, du coup, avec les couleurs, c'est-à-dire, alors, là, on a vu sur la précédente, de la peinture, donc, à mon avis,
C'est quand ils se sont dit, ah bah tiens, c'était comme ça, donc on va refaire à l'identique. Il est comme ci, comme ça, qu'est-ce que je fais? T'as la ref. Et du coup, ce qui est très bien, c'est que ça nous donne un état de l'œuvre avant, effectivement, toute destruction par le temps. Parce que c'est de la peinture qui, très souvent, tient pas très bien. Surtout quand il n'y a pas de... Si c'est pas vernissé, ou enfin, s'il n'y a pas eu de... Voilà. Si, quand tu as eu des dommages, bah voilà, tu perds les couleurs. Et là, au moins, c'est bien avec ce type de moulage, tu as l'état d'origine. Enfin, d'origine. L'état 100 ans auparavant, quoi. Ah, c'est marrant. Ils ont gardé les caisses, du coup? Attends. Ah, les castes, les... Bah, les... Ah! Bah, c'est pas les moules, mais c'est un autre. Attends, je regarde. Non. Les moulages, bah oui. Voilà, donc bah, c'était les moulages, c'était bien ça. Alors, les moulages ont été créés depuis... depuis différentes empreintes. Attends, je préfère être sûre. Ok. Donc, c'est bien ça. Donc, les moulages ont été faits à partir des moules qui étaient au Victoria and Albert Museum. Mais ils ont été transférés au British Museum dans les années 1920. Et elles ont rejoint... Alors, attends. Attends. Et en gros, voilà. Donc, ils ont rejoint tout ce que Maudsley a collecté en ce qui concerne l'architecture, les monuments, etc. De Yazchitlan au Mexique et à Copan au Honduras. Moulage, ouais. Le hic avec la reconstitution de la peinture, c'est qu'on a encore du mal avec l'harmonisation des teintes. Dans quel... Par rapport à quelqu'un, tu penses, enfin... La question de la reconstitution de la peinture, là, peut-être que ils avaient déjà... tu vois, là, c'est peut-être les peintures de... ce qu'ils avaient vu. Après, on sait pas si ça se trouve, ça a été modifié, peut-être. Hein. Bon, en général, effectivement, ils essaient, ouais. Et voilà, oignon caramélisé check. Maintenant, il faut savoir ce que je vais faire avec. M'a fait une soupe à l'oignon. C'est beau. Tu vois, là, ce que je veux dire, graphiquement, c'est la sculpture, hein, je sais, mais visuellement, c'est... Tu peux pas te planter. Enfin, tu dirais pas, ah bah c'est de l'art italien. Tu ne dirais jamais ça en voyant ça. Ça, je trouve ça impressionnant. Alors, ces sculptures... Attends. D'accord, donc en gros, voilà, donc c'est des sculptures qui font partie de la collection du British Museum. Donc en gros, on n'en savait pas plus. Hein, merci, c'est marre. Pour aller un petit peu plus temps. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Si je clique sur ça, ça fait quoi? Mais je peux pas y aller, ça marqué interdit là-haut, erreur 403. Oh. Bah j'y pense justement. Bah je te dis. Hop, 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 tu mets un peu de farine, de l'eau, du pain, un peu de fromage au-dessus et au four. C'est pas mal. C'est très spécifique quoi ça. Ah non mais oui. Et efficace. Enfin, c'est un beau bordel aussi, hein. Attention, je sais bien, c'est juste que efficace dans la force visuelle. Parce que je trouve que visuellement, il y a une forme d'harmonie, hein, malgré le bordel, et il y a une force visuelle. Puis ces écritures, c'est fou. Hein. Je trouve ça impressionnant, hein, leur écriture. Et là, tu retournes au bas-relief et tu vois gravé Made in China. Mais ça peut être du Made in China, mais qui imite. Voilà.
C'est dommage qu'ils mettent pas plus d'infos. Ah, bien. D'accord, donc il s'agit de linteaux qui viennent de Yaxchlan. Donc les linteaux étant des panneaux que tu retrouves en général. Un linteau, c'est au-dessus d'une entrée, d'une porte, voilà. Donc, souvent c'est ça, ou d'une fenêtre, enfin d'une entrée, enfin voilà. Et du coup, bon là ça doit faire le tour, j'imagine. En général c'est au-dessus. Mais c'est super joli. Enfin, moi j'aime bien. Bon, parfois c'est des sujets un petit peu... Mon Dieu. Ah, et du coup, je me pose la question, tu vois, là, on voit plein de petits trous un peu partout. Pas impossible qu'il y avait des matières dedans, comme... ça peut être de... Tout ce qui avait du... Attends, du verre, est-ce qu'ils en avaient reçu? Céramique, des pierres semi-précieuses, des pierres colorées, des coquillages, tout comme ça. J'avais déjà inventé Made in China à l'époque. Mais oui. J'ai du pain à aller acheter. Mais oui, allez, une petite soupe à l'oignon. Voilà, ton défi du jour. Un hôtel, voilà. Altar, c'est un hôtel, si je ne me plante pas. Ah mais pas altar. Ah, un hôtel, c'est bien ça. Yep. Ouais, nickel. Donc les hôtels, donc celui-là il vient de Copan, donc hôtels qui peuvent... Bon, après t'en as certains forcément qui ont dû servir à des sacrifices, mais pas forcément des sacrifices, voilà. Même s'il y en a eu, hein, faut pas non plus être voilà. Parfois ça peut être des hôtels où tu déposes des offrandes, des choses comme ça, en gros des lieux où tu fais les rituels, quoi. Mais tu vois, c'est dommage qu'ils me mettent pas plus d'éléments, parce que j'aimerais comprendre, tu vois, des explications plus sur les œuvres, tu vois. Hein? Ce serait pas mal. Mais 4 étoiles, mais oui, mais oui, bah oui. La blague est valide, forcément. D'ailleurs, autre petite question de pinailleur, t'as le droit de dire que je suis casse-pied? Non, pas du tout. Tu peux nous faire une chronologie vite fait des Mayas? Alors, de ce que j'ai vu, tu as, donc ça commence autour du 3e millénaire avant, et ça s'achève au... C'était quoi? C'était 15e ou 16e siècle de notre ère. Et les Aztèques, c'est l'une des dernières cultures. Alors, attends. Parce que on parle de civilisation maya, mais au sein de cette civilisation, tu as plusieurs cultures. Tu as la culture de Tikal, tout ça, et tu as en fait différents tribus, je sais pas si on peut... Enfin, c'est même plus que des tribus, parce que ils ont des villes, des trucs, voilà. Mais en gros, ça s'est développé autour de différents centres, comme Chichen Itza, oui, Gigi, Palenque et Copan, c'est ça le nom? Ouais, Copan. Et du coup, tu as... oui, t'es chiante. Les Aztèques, qui sont l'un des derniers, mais t'as pas eu que les Aztèques, t'as eu aussi... Ah, attends. Oh, oui. T'es pas chiant, Digi. Voilà, ah, super. On peut pas le voir en grand. Ouais, désolé, c'est peut-être un peu flou, mais c'est parce que je voilà. Donc tu as, dans la période préclassique, tu as les Olmecs qui sont parmi les plus anciens. Les Olmecs, je sais pas si tu vois, c'est les très très grosses têtes, les trucs gigantesques, qui sont très très beaux. Attends, où est-ce que je peux te montrer ça? C'est rigolo comme tout, en plus, j'aime bien. Voilà. Voilà, ces trucs-là, qui sont très grands. Mais c'est des têtes colossales, hein, donc ça dépasse de beaucoup la taille humaine. Hein. Donc c'est d'abord cette civilisation-là qui s'est développée. Après, tu as eu moins connu, tu as eu les Apotèques, tu as eu un peu plus connu tout ce qui est autour de Teotihuacan, qui commence une transition avec la période classique. En gros, on aime bien découper, enfin là je pense que, comme tu t'en doutes. À bientôt Squawga, pardon.
Ça claque, mais un peu lourd juste pour les clés de l'appart. Ah, mais Gigi. Voilà. Ah oui, les têtes que les extraterrestres ont créées, je vois. Tout à fait. Alors par contre, je ne connaissais pas, c'était les... Enfin, je me rappelle plus, c'est les Huastèques. Là, ça me dit plus rien, tout ça. Ah, c'est eux qui ont... D'accord. Ouais, non, c'est pas la plus connue pour moi. Enfin, pour moi, de ce que je me souvienne dans mes études. Hein. Par contre, voilà, nous, on connaît plus cette période post-classique qui, aux alentours de... Ce qui pourrait correspondre au Moyen-Âge, tu vois. Entre le Moyen-Âge et la Renaissance, parce que à la Renaissance, comme tu as eu les conquêtes, il y a eu les Espagnols, mais il n'y a pas eu que, il y a aussi les Portugais, je crois, de mémoire. Les différentes missions de colonisation, le chat, avec les Toltecs, les Aztèques. Ah, Mixtèque, je connaissais pas. Mixtèque, c'est trop rigolo comme nom. Enfin, je me rappelle pas. Prononcé Mixtèque. Pardon, excuse-moi, pousse-toi, toi. Ah, c'est ceux qui sont à Oaxaca, d'accord. Bon, bref. Si, j'ai dû les voir en cours, mais c'est pas les plus connus pour moi. D'accord, donc voilà. Donc pardon, j'essaie de résumer un petit peu. Donc, ouais, moins 1600 à peu près, il y avait marqué. Bon, après c'était un peu la période préhistorique. Enfin, ouais, on peut dire ça comme ça. Pré-période classique. Enfin, pré-classique, pardon. Période classique autour de... début de notre ère. Et la période post-classique, plus autour de notre... ce qui correspond à nous au Moyen-Âge, quoi, concrètement. Ben oui, c'est forcément les dernières qui ont été les plus faciles à piller, donc on a plus d'artefacts. Ouais, et qui sont les plus connus. Parce qu'il y a une forme de... On est clairement les héritiers du 19e là-dessus, quoi. On est pareil. Enfin, on est pareil. Il y a des similitudes dans... notre attitude d'occidentaux qui se voit un petit peu comme le dominant un peu tout ça. Enfin, encore aujourd'hui, hein. Regarde, si on veut pas rendre certaines œuvres, c'est qu'on dit non, c'est à nous, quoi. Enfin, tu vois, ce sentiment-là. Donc, forcément, les périodes plus anciennes ont été étudiées à fond de manière plus récente, mais on avait plus forcément l'optique de récupérer des trucs, de ramener des objets, mais plus de les étudier vraiment en les respectant les cultures. Il y a une grosse différence d'artistique d'époque en époque maya, je découvre. Forcément, un spécialiste dirait bah oui. Après, globalement, moi, ce dont je me souviens surtout, c'est surtout le développement de la place de l'écriture dans la production artistique. C'est-à-dire que tu vas voir vraiment... Il y a des motifs qui restent, qui persistent, des motifs qui font appel au rituel, aux dieux, etc. Donc là, il n'y a pas énormément de transformation parce qu'il faut les reconnaître tout de suite. Et leur style, l'art de la Mésoamérique... là, j'ai montré les têtes Olmec. Il y a ce style particulier qu'on retrouve. Par exemple, là, voilà. Alors, attends. T'as quand même des choses un peu plus rondouillardes. Tu vois, je sais pas comment dire ça élégamment, mais tu vois, des traits plus souples dans certains personnages. Mais globalement, là, sur de l'art de la frise, tu reconnais, t'as les mêmes types de motifs. C'est juste qu'à la fin, tu vas retrouver notamment une différence, je trouve, c'est dans la finesse des traits. Là, tu vois, il y a un traitement peut-être plus schématique, peut-être plus condensé aussi. Et à la fin, notamment la culture aztèque, c'est un peu plus de finesse dans le tracé. Attends, je vais te montrer. Ça, c'est comme ça, je me souviens le truc, quoi. Mais alors... Mais il est gigantesque cet article. Alors on a ça. Ah, un truc qui est assez... Putain, mais c'est quoi? C'est fou. Pardon. Désolée, je râle. Ah, mais...
Je râle beaucoup. Tu vois, voilà. Je sais pas, je trouve qu'il y a aussi un détail un peu plus poussé dans certains traitements. Bon, là, c'est le serpent avec une langue fendue en deux. Avec le maïs, bah, c'est la déesse... oui, quoi, Tikwe. Donc, c'est la déesse du maïs. Voilà, donc une déesse très importante, parce qu'il s'agit de bouffer. Normal. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Qu'est-ce que tu veux, Gigi? Oh, même pas, tu vois, finalement, là, on a quelque chose d'assez rond dans le traitement. C'est peut-être plus dans les bijoux, je trouve que c'est fin. Bon. Oh, tes griffes, là. Non. Eh. Oui, pour moi, c'est très carré. Ah bah voilà, tu vois, ça, pour moi, c'est aztèque. Tu vois, ça, c'est typiquement aztèque, pour moi. Dans le traitement et tout, les personnages, le visage, tu vois, les visages sont plus, en général, plus détaillés. Voilà. Je trouve. Attends, j'en étais plus là. Voilà. Il y a quand même une base reconnaissable. Ouais, tout à fait. Je trouve qu'il y a c'est visuellement, voilà, c'est très marqué en fait. Au final, est-ce qu'on n'a pas fait de Maya un terme fourre-tout occidental qu'on a fait avec les Égyptiens? Oui. Oui, sont... Complètement. Mais en même temps, c'est plus simple après pour... enfin, le fait de catégoriser, ça permet de... Enfin, parfois, c'est plus simple hein, pour les études. Parce qu'après, c'est pour ça qu'on met tout dans le terme de culture, tu vois. Culture avec un petit C. Enfin, normalement. Parce que c'est vrai qu'en général, c'est en Occident hein, qu'on a donné les noms des cultures et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le buste du jeune dieu Maïsé de Copan. Ah, Maïsé, je connais pas comme dieu. Les dieux mayas sont très drôles. Enfin, très drôles. Je trouve que la mythologie... Ah merde, c'est aussi une... Bah oui, forcément. Attends. Et ça se trouve, c'est un autre nom. Ah bah... Ah, c'est le maïs? Ah, pardon. Je croyais que c'était son nom. Parce qu'il n'y avait pas... Parce qu'il y a une majuscule, donc je pensais que c'était son nom. Mais oui. Les dieux aiment rire après chaque sacrifice, pardon. Ils sont très drôles. Oui. Très. Attends. Mais tu arrêtes de mettre tes fesses sous mon nez. Bourrique. Attends. Bah si, ça doit être le dieu du maïs. Mais du coup, il s'appelle Isamna. Ah. Je regarde en français comment ils traduisent ça. Ah, Moon. Ah, il a un pur nom. Ah, Moon. Incroyable. Le dieu de l'agriculture. Ah, c'est rigolo. Et du coup, pourquoi en anglais c'est maïs? Parce que c'est maïs, tu crois?
Alors, associé au sud à la couleur jaune et au chiffre 8, le hiéroglyphe de ce dieu est sa propre tête, coiffée d'un épi de maïs plus ou moins stylisé. D'accord. Attends, est-ce qu'on a un truc sur la mythologie maya? Parce que, vraiment, c'est super rigolo. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Après, faut tomber sur un site pas trop machin. Attends, déjà, hop, plus comme ça. Ah bah voilà, restons sur du simple. Hein. Divinité. Voilà. Et là, tu places ces noms-là, tu gagnes tout au Scrabble. Et non, tu peux pas mettre de... Ah, je sais. Quand mourir de rire prend tout son sens, je te jure. Akanum Zui, chasse, Amun, Apuch. Dieu de la mort et le sacrifice humain. Apuch. D'accord. Sympa. Ah. Bakab, Balam, Bolonskab, Bonlintiku. 10 ans d'âge mental. Buluk Shaptan, Kabrakan, Kamazots, Chichan, Chiken, Ekshua, Ganan, Gukumats, Unapu Vush. C'est trop mignon leur nom. Ah, Itzama, je m'en souviens, c'est ouais, du ciel. Xtab. Xtab, c'est la déesse du suicide. Mais qui... Mais... Ah bah oui, c'est l'épouse du dieu de la mort. Bon, ça va, ils ont de quoi discuter le soir à la maison. Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah là, j'ai poussé 10 mecs au suicide, là, je suis celle de la corde, hein, c'est mon petit surnom. Et toi, chérie? Ah bah moi, c'est bon, on a sacrifié 50 personnes à mon nom, c'est une bonne journée. La divinité de la potence, putain, mais t'imagines le truc, quoi? Ça parle de petit cul. Ah bah bravo! Bah bravo la faucheuse, hein. Ça se réveille là, hein. On parle de petit... Puis hop hop hop, le nom du jour. Sinon il serait temps de parler des extraterrestres après Crasse-Tête, il va bouder. Oh. Putain, il y a une déesse du suicide quoi. Ah, elle est liée à l'au-delà dans le paradis et le suicide par pendaison reçut leur protection. Putain mais c'est fou ça. Dans la tradition maya, le suicide est considéré comme un moyen extrêmement honorable de mourir. Pardon? Ok. Semblable à un niveau humain, victime sacrificielle, tuée au combat, les femmes meurent en couche ou prêtres guerriers. Xtab était communément représenté comme partiellement décomposé, les yeux fermés, pendu à un cadavre d'arbre. Son rôle était de protéger le suicide, d'accompagnement et de les guider. Ah, là je préfère. Putain, c'est dur quand même. Et pas comme ça, Crasse-Tête, je te jure. Ah, bah, Kukulkan, on reste sur le petit cucu. Putain, t'as un dieu de la pêche aussi. C'est incroyable. C'est rigolo. C'est très drôle. Enfin, voilà. Bon, bah, sauf la déesse du suicide, c'est pas drôle, mais... Voilà. Ah, mais j'ai rien contre les petits culs. Ah là 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 là. Ça part en sbeul. Et franchement, on dirait pas une gestuelle de Bouddha. Alors, sans défendre le suicide, mais on parle de choisir sa propre mort, donc il n'y a pas un côté honorifique quelque part. En fait, je me demande ce que je peux répondre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Hein. En fait, c'est tu moi en tant que pompier, évidemment, enfin... quelqu'un qui se suicide, on intervient, tu vois, pour
essayer de sauver, d'aider la personne. Après, philosophiquement, c'est un sujet très compliqué, je trouve. Et parce que en fait, moi, ce qui pourrait et on a cette habitude, je pense aussi, cette tradition judéo-chrétienne où le suicide est vu comme un acte très négatif, qui fait que tu n'as pas accès au paradis, donc que tu vas direct en enfer. Dans l'aspect mythologique, pas dans la vie de jour d'aujourd'hui. Ok. Voilà, donc par rapport à ça, et je pense qu'il y a cet aspect-là qu'on conserve. Mais ouais, la religion, en général, il y a effectivement dans tout ce qui est les mythes, et là je pense aussi aux mythes gréco-romains, tu as plusieurs soldats, plusieurs personnes qui se suicident pour échapper à un déshonneur. Et là, dans ce sens, oui, le suicide devient honorifique. T'en as plein, tu as... Avec Achille, là, comment ça s'appelle ? Mais c'est pas Ajax qui s'est suicidé ? Je sais plus. Pareil, dans les... t'as aussi pas mal de mythes avec des femmes qui étaient poursuivies par des dieux, et pour éviter de se faire violer, certaines se sont suicidées. Bon, après, t'en as certains, ça finit, elle a été transformée en arbre, en machin, mais fondamentalement, c'est quelque chose, c'est quelque part, c'est ça, quoi. Donc, effectivement, le suicide est considéré comme honorifique dans les mythologies, à partir du moment où ça te fait fuir un déshonneur. Que tu sois un soldat, etc., voilà. Ou une femme qui veut fuir. Après, comme il y a eu la religion du grand livre, donc la religion monothéiste, là c'est vrai que tu sens qu'il y a eu une modification de ça. Alors, est-ce que c'est par envie de préserver l'humanité dans le sens la reproduction de l'espèce, tu vois ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est aussi par une question de logique par rapport à ce qui est dit dans le livre, enfin dans la Bible, quoi. Et c'est aussi un outil de contrôle, d'empêcher les gens et encore une fois, au dehors de tout aspect déontologique. C'est une forme aussi de contrôle, je pense, de la population quelque part. Quand tu l'empêches de mettre fin à ces jours parce que sinon on risque d'en faire, etc. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de contrôle ? Là, c'est une question que je me pose, tu vois. À chaque sinon en équipe de vaisselle. Terrible. Terrible. Comment il s'appelait ? En plus, il s'est jeté sur son épée, tu vois. Le truc, hein. Je crois que c'est Ajax. Je sais plus. Mais t'en as, hein. Alors là... Tout en a plein. Alors... Ouais, voilà. Si, c'est ça. Oh, putain. La qualité des images. Sabine, ne t'énerve pas. Si. C'est ça. Si, c'est lui. Ajax, il s'est... jeté sur une arme, enfin sur son épée, je crois. Attends, je regarde ce qu'ils ont. Non, attends. Alors, l'histoire de machin. Mais attends, je veux vraiment du coup. Colère d'Achille, Oh. Correcteur, machin. Et donc Ajax revenu à la raison. Ah, voilà. Donc Achille est mort. Machin, Ajax, donc il voulait des armes en tant qu'ami d'Achille.
Donc il est aveuglé par Athéna et il va massacrer des bœufs, des moutons. Et du coup, quand il revient à la raison, il se suicide. Parce qu'il a massacré des bœufs et des moutons. Bon. D'accord. Ok. Bon. Putain. Et ben voilà. Donc, non, c'est pas lui qui décèle. C'est plus trash. Alors... Oh, c'est beau ça. Charles Fenton. Alors... Ah, en plus, c'est un pseudo. Oui, Gigi. C'est pourquoi, bien câlin. Donc, Fenton, né Charles Ludwig Fleischmann en Allemagne en 1967. Donc, lui et son frère Hugo a acheté des plantations de café au Guatemala en 1993. Et le temps qu'il était là-bas, il a rencontré donc Maudsley. Ils sont devenus copains. Alors, il a développé son intérêt pour les anciens Mayas, enfin pour les antiquités des anciens Mayas, et donc en gros, il a commencé à faire une collection. Et pendant la Première Guerre, il a changé son nom de Fleischmann à Fenton, et en gros, il a donné sa collection visiblement au British Museum. Notamment ce petit vase. Ah voilà, ça pour moi pareil, tu vois, pour moi ça c'est typiquement aztèque. Attends. Ah c'est bizarre, j'ai des petits bruits de gorge là. Donc pour moi c'est typiquement aztèque. Et on dirait qu'il a une moustache, petite moustache de 2-3 jours là. Alors, cette céramique, connue comme étant le vase de Fenton, est un bon exemple de la poterie polychrome de la région du Guatemala, donc Nebaj. Voilà. Donc là, avec les écritures qui sont là. Et pour moi, ouais, les Aztèques, comme toutes les cultures mésoamériques, de Mésoamérique, ce que je trouve impressionnant, c'est cette horreur du vide, tu vois. Le fait qu'il y ait toujours... Il y a un vide. Non, il n'y a pas de vide. On remplit. Ça, je trouve ça impressionnant. Et tu vois, c'est rigolo, dans le dessin, ça me fait penser un petit peu à l'estampe japonaise. Tu vois, dans le traitement, ça me fait penser un peu à ça. Mais c'est impressionnant, leur coiffe et tout, ça devait être beau. Et là, visiblement, là, j'ai l'impression que le personnage qui est là est en train de faire une offrande sur un autel. Ça me fait penser à ça. Là, visuellement, ça se trouve, c'est pas ça du tout, mais ça me fait penser à ça. Donc après, les motifs de... Parce que je parlais plutôt des motifs un peu beaucoup salaces. Parce que dans l'art de la Mésoamérique, tu as beaucoup de représentations des éléments du quotidien et beaucoup d'éléments en lien avec le rituel, les mythes, etc. Et je trouve ça intéressant vraiment ces deux types de sujets qui montrent que finalement là on est à des époques où la religion fait complètement partie du quotidien en fait. Donc c'est pas rare, c'est pas dans des conditions exceptionnelles qui représentaient des éléments en lien avec la religion. Ça pouvait tout à fait être à côté d'une céramique qui représentait un oiseau qui chantait, parce que le rapport à la religion était tellement intégré dans la vie de tous les jours que c'était normal. Et ça, on retrouve ça aussi dans la culture occidentale, mais au Moyen-Âge. En gros, tant que la religion fait vraiment partie de notre vie, qu'en gros, elle régit complètement la vie des gens et qu'elle est complètement intégrée à tout système politique, économique, etc. Après, à la fin du Moyen-Âge, ça change complètement. La religion, elle est un peu mise de côté. Je dis pas qu'elle devient laïque, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais qu'en gros, on sent qu'on sort d'un système qui est complètement centré sur Dieu pour aller sur un système complètement centré sur l'homme. Mais par contre, les autres cultures, en lien, dès qu'il y a des mythes, etc.,
enfin, qu'il y a Dieu, on retrouve ça, cette omniprésence de la religion dans tout. Et après, bon, concernant la religion monothéiste occidentale, le changement il s'opère à la Renaissance en fait. Ah, là c'est le... On dirait qu'il fait un doigt lui. Sabine, t'analyses trop là. Ouais, je sais. Alors, donc là, c'est les scènes qu'on retrouve sur le vase. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un mec qui attend. On a lui... Ah, ou alors, tu serais peut-être un... Tu crois que ce serait un... Bah non, si, ça doit être ça. Qu'est-ce qu'il tient, là, Robert? Mais... C'est ce geste-là, moi, que je trouve rigolo. Enfin, je me demande c'est quoi. Qu'est-ce qu'il a, là? C'est quoi? Attends, on va voir s'il y a une explication sur le vase Fenton. Et lui, on dirait qu'il fait les comptes, là. Alors, il a bouffé 3 petits pains. Et... Ah bah, pardon. En fait, c'est un restaurant. Comment je déforme le truc. Alors, le vase Fenton. Est-ce qu'on a une petite analyse là? Je veux savoir c'est quoi. Mais non. Ah, voilà. Gna gna gna. Alors, une peinture, aussi une archive de l'élite maya. D'accord, super. Description. Alors, donc il serait une scène de tribu à un seigneur qui est assis qui siège sur son trône. Voilà. Alors, oui, d'accord. Alors, le prince, enfin le seigneur assis, est en train de vérifier le tribut en face d'un prince agenouillé. Donc on a de l'autre côté... Ah, il tient un codex. Attends. C'est qui tient le codex? C'est lui? Bien. Ou c'est lui? Là, qui a fait les comptes, lui. Ah bah si. Si, c'est lui. Il est en train de tenir un... Il est en train de tenir un codex, ok? Donc un codex, un document, voilà. C'est pas un livre, c'est un document. Parce qu'on a quelques codex Maya qui nous sont parvenus en bon état. Alors on a deux figures, deux personnages qui se tiennent debout avec du texte autour. Donc ils portent tous des vêtements donc chers, des coûteux et des bijoux. Le seigneur assis est en train de recevoir donc les tributs. Et donc il porte une couronne et les outils du pouvoir. Voilà, donc apparemment on a ça. Donc c'est un tribut. Mais du coup... Donc ouais, ce serait lui le prince qui reçoit donc le tribut d'un autre seigneur peut-être. Ok. D'ailleurs, les dieux mayas, niveau sagacité et sagesse, ils se trouvent où? Ils sont parfaits comme Jésus et les autres prophètes ou ils sont complètement cons comme les dieux grecs? En fait, le problème, pour moi, de mémoire, c'est que je crois pas qu'on ait beaucoup d'histoires. Enfin, on n'en a pas autant que les mythes gréco-romains et je suis pas sûre qu'ils aient poussé les transcriptions psychologiques des dieux. J'ai l'impression que ça reste très factuel ce qu'ils font. De mes souvenirs. On a des histoires, on a des mythes sur la création du monde, etc. Mais de leur schéma de pensée, tout ça, je suis pas sûre.
Mais bon, par contre, j'avais l'impression que c'était assez ambigu aussi, parce que t'en as qui peuvent être très sympas de Dieu, mais tout d'un coup, il peut te lâcher un truc monstrueux. Parce que notamment la déesse du maïs, comme l'idée c'est d'expliquer les phénomènes, enfin c'est ça la mythologie, hein, c'est d'expliquer finalement les phénomènes qu'on comprend pas, ou globalement on a envie de leur donner un sens autre que voilà, parce que dans le monde gréco-romain on savait voilà, certaines choses, mais de leur donner une explication. Et parfois les dieux, il y a ce côté, il donne et il reprend le lendemain, quoi, tu vois. Et du coup, notamment la déesse du maïs, il y a aussi ce côté, elle est trahie à la mort aussi, parce que comme c'est un sujet hyper important qu'est la bouffe, de sa générosité dépend la survie d'un peuple, quoi. Donc elle peut être aussi très, enfin, cruelle, mais cruelle parce qu'elle a des têtes de mort sur elle, des trucs comme ça, quoi. Mais psychologiquement, il n'y a pas énormément de choses, je crois. Pas beaucoup plus que nordique. Pourtant, on a beaucoup épilogué dessus, mais les racines nordiques sont plus proches. Alors les différences sont peut-être moins fortes. Il y a aussi la question de la transmission. C'est-à-dire, alors, pareil, c'est mes souvenirs qui remontent peut-être un petit peu longtemps, et c'est aussi une forme de logique. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui est viking, anglo-saxon, etc., enfin ces tribus, en fait, on a gardé une sorte de continuité. On n'a pas arrêté la communication. C'est-à-dire que entre le monde anglo-saxon, avec les dieux, pareil pour les vikings, etc., ce sont des populations qui ont évolué vers du christianisme avec transmission d'une culture qui n'a pas été complètement divisée en deux entre il y a le monde chrétien et il y a les païens. En gros, païen, c'est tout ce qui n'est pas croyance chrétienne, quoi. Du coup, comme il y a eu cette transition qui a été faite tout en douceur, et il y a asseoir une religion, c'est compliqué de la faire asseoir de manière violente et de la faire sans transition. On a trouvé des sortes de parades. En gros, tu laisses certains cultes continuer, et après, petit à petit, tu intègres l'idée d'un dieu unique, etc. Donc, tu vois, il y a des choses qui se font doucement, il y a une transmission qui est faite. Les moines étudiaient, ils ont transcrit certains mythes, donc on le sait via notamment ce schéma-là. Par contre, les Mayas, en plus, on les a décimés, donc forcément, on a perdu. Je suis même pas sûre qu'on sache bien lire tout ce qu'ils ont. Enfin, l'écriture, je suis pas sûre qu'on sache parfaitement déchiffrer tout ça, quoi. Avec les nuances que ça implique de langage et tout, quoi. Le respect des traditions. Et je parle pas des baguettes. Assieds-toi à la religion. Mais non, mais c'est bien, le premier degré, moi j'aime bien. Et tu vois, là, ça me refait penser, dans Kaamelott, tu le sens bien, ça. Tu sens bien dans certains épisodes ce côté transition, parce qu'il faut faire avec un peu, quoi. Et du coup, comme c'est la même culture occidentale, on garde. Donc c'est pour ça qu'on sait peut-être plus de choses. Et après, il y a eu aussi effectivement peut-être beaucoup de personnes qui ont épilogué dessus, qui ont interprété. Ça, c'est possible aussi, hein. Donc bon, je deviens lourde, je retourne bosser. Mais non, oh, t'inquiète. Retourne bosser que si tu dois retourner bosser, mais t'inquiète, t'es pas lourde. Donc bon, ouais, alors que voilà, là finalement on sort de la culture occidentale avec les Aztèques, donc il y a forcément... bon. Là, du coup, je me demande, est-ce qu'on connaît bien du coup l'écriture aztèque? Parce que vraiment ça, on me rappelle plus du tout. Enfin, Maya, enfin, je dis pas Maya parce que du coup, la Maya étant une civilisation, tu as plusieurs types d'écriture au sein d'une... Ah, c'est le nahuatl, ok. Donc un système d'écriture glyphique, donc en gros, c'est pour ça qu'on parle parfois de hiéroglyphes. Donc il y a des pictogrammes, des idéogrammes et des constructions phonétiques. Oh, le bordel. Et encore, heureusement qu'il y avait des contacts... Enfin, tu vois, en gros, bon, la conquête espagnole, voilà, on va pas re-questionner la violence du truc,
Mais il y a eu quand même un travail, je pense, de transmission. Bon, bah, tiens, genre ça se prononce ça, comme ça, comme ça, comme ça, machin. Et pareil, hein, les moines ont dû... les moines, faut pas oublier un truc, hein, les moines, c'est scientifique aussi d'avant. Enfin, ils font énormément de recherches dans tout ce qui est l'agriculture et tout ça. Enfin, ils font aussi beaucoup de recherches sur les autres cultures, etc. Enfin, voilà, là-dessus, ce sont les scientifiques de l'époque. Hein. Alors, tiens, tu veux voir le glyphe qui veut dire lapin. Hein. Voilà, avec un lapin qui te regarde comme s'il avait fumé 10 pets. Et il s'appelle Tochtli. Donc, tu auras appris aujourd'hui à dire Tochtli, qui veut dire lapin, en aztèque. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, restez ici, les mains sur lesquelles le monde a besoin de vos talents de modératrice. Maya l'abeille. Pardon. Mais arrêtez de me faire rire avec des trucs cons, parce que j'ai un rire con quand j'ai un... Voilà, bref. Donc voilà. Mais c'est impressionnant, toi, de devoir lire tout ça. C'est... Oh, je suis admirative. Give me Tochtli 5. Énorme! Tochtli. Alors, tiens, il expliquait... Ah, merde. Pour une fois, il expliquait le site. Désolé. Donc, au centre, on regarde le mot seigneur. Un seigneur donc porte une headdress, un pagne, on peut dire ça comme ça. Une tenue, c'est bien. Parce que ça, c'est peut-être ses marques de bronzage, hein. Tu sais pas. Pardon. Et ça, une trop. Mais arrête, non, mais moi, je suis un peu gosse, moi. On va expliquer. Donc, il est assis sur une plateforme surélevée, d'accord? Il reçoit un tribut d'un seigneur subordonné, je sais pas comment dire ça, qui est en train de s'agenouiller devant lui. Attends, si c'est ça? Ok. Le personnage le plus... pas intéressant, ouais. Alors, le personnage est en train de faire... si, c'était bien ça, il est en train de faire les comptes. Enfin, avec le fameux codex. Non, c'est pas ça. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est, tu sais, comme pas un boulier, tu vois, mais un truc comme... Ça me faisait penser à ça. Genre, il a donné 12 petits pains. Tu vois, et vous me sortez pas qu'il est en train de taper un texto, hein, avec un téléphone à antenne. Je ne vous croirais pas. Donc effectivement, il est en train de faire les comptes. Genre, c'est bon, Titi a bien donné son tribut, comme il fallait. Donc il est aussi richement vêtu. Il est... Ah oui, c'est vrai que c'est un détail très important et complètement. Lui, il est sur la plateforme. Parce que s'il n'était pas important, ce mec-là, si c'était juste le comptable du coin, il aurait été par terre. Mais là, il est sur la même, le même niveau que le souverain qui reçoit le tribut. Tu vois, il est au-dessus du seigneur qui donne le tribut, tu vois, pour dire. Donc lui, il est top. Hein. Il est au taquet. Même lui, il est derrière. Hein, voilà. Et la personne qui en... attends. Oui, donc il est plus important par rapport à son activité, machin. Ok. Oh, t'as cette œuvre, toi. En train de faire le virement, c'est B-Visa, je te jure. Est-ce que la comptabilité, c'est pas aussi un truc de... Si, complètement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il est bien au-dessus, là. Enfin... Tu vois, je prends un exemple d'une autre culture, la culture égyptienne. Un scribe, qui est l'une des catégories sociales les plus importantes qui soit, ne sera pas au même niveau qu'un seigneur, normalement. Il ne sera pas au même niveau qu'un seigneur ou que là, pharaon, t'imagines. Normalement, il y a une forme de hiérarchie là-dessus. Mais si. Alors, ceux qui savent lire, compter, écrire, alors, c'est les rois, hein. Enfin, c'est les rois. C'est des personnes extrêmement importantes, en général.
ces personnes jouent un rôle qui est très important parce qu'ils sont les garants de la logistique, finalement, du fonctionnement d'un pays, d'une communauté. Enfin voilà, donc forcément, ils sont très importants, ils sont très respectés hein, dans ces cas-là. Non, si, ouais, je blagouillais par rapport au comptable, voilà. Mais si, très très important. Ah, tu crois que c'était par rapport au virement, tu crois que là, en fait, il est en train de sortir le ticket de carte bleue? Pardon. Alors, Thomas Gann. Alors, c'était le docteur qui officiait donc à l'ancien Honduras britannique qui est maintenant Belize, de 1894 à 1923. Il est devenu un passionné d'archéologie. Donc en gros, Ah, ça j'aime bien. Ah, ça aussi j'aime bien. Voilà. Je schématise, mais on n'est pas loin. Donc avec l'aide de guides locaux, il a été un des premiers à publier des rapports et à conduire des fouilles sur plusieurs sites mayas. Voilà, donc en gros, il est devenu archéologue. Il a écrit plusieurs livres populaires qui racontent ses aventures. Bah, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. La fameuse passion. Mais grave. Mais oui. Hein? Voilà. Il a un doctorat. La passion. C'est ça. Ah, il y a du fric à se faire. Non, tu juges. Bon, après, c'est vrai que j'imagine le gars qui a raconté ses aventures. Un peu romancé, j'imagine. Alors, qui... Alors... Ah oui, parce que, pour rappel, il était censé faire une mission médicale. Donc en gros, il a tellement écrit ses aventures que tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il a foutu Robert sur place? Voilà. Visiblement, il a beaucoup glandé. Alors, donc on a une petite figure en stuc. Donc le stuc, ça dépend des cultures, mais c'est une sorte de... un mélange entre une sorte de plâtre et de la pierre qui est réduite en poudre. Donc en gros, l'intérêt, c'est que tu peux modeler une sculpture et quand ça sèche, c'est... En fonction de la pierre, ça peut être très joli, ça peut être brillant, notamment quand c'est du marbre et tout. Mais en tout cas, c'est une matière qui est facile à travailler et plus rapide que quand tu tailles directement un bloc de pierre qui en plus peut avoir des fragilités et se péter. Par contre, le stuc à steak, je sais pas de quoi il est fait. Je sais pas s'ils en parlent. Ou Maya plus globalement, mais c'est vrai que là on est surtout sur du stuc, je pense. Non, il n'y a pas. On va tomber sur des trucs bizarres. Alors, voilà. Donc apparemment c'était du... Ah mais il avait marqué là, masque en stuc, pardon. Bon, ils disent pas plus que ça, on retourne plus haut. Donc il brûlait le calcaire pour en faire du stuc ou du mortier. Voilà, donc là c'est du calcaire brûlé, réduit en poudre, mélangé à une sorte de plâtre. Et puis voilà. Ouais, si, bah t'as du stuc en marbre, c'est à Fontainebleau. Dans la galerie. La galerie des glaces. Je suis fatiguée. La galerie royale. N'importe quoi.
Oh, mais quand j'écris Fontainebleau, Sabine. Attends, la galerie François 1er. Ici, là. Là, tout ce que t'as là sur le côté, c'est du stuc en fait. À partir de poudre de marbre. La faucheuse s'amuse. D'accord, donc ça c'est Thomas qui par passion a obtenu cette pièce. Ah voilà, ça pour moi c'est typiquement aztèque là, ce côté-là avec le profil et tout. Alors, donc la collection de Gane, ce sont surtout des plaques de jade gravées. Donc cette plaque qui a été... Alors, qui dit qu'elle aurait été... du subjonctif. Donc tu sens l'embrouille. Découvert sur le site de Teotihuacan au Mexique. Et donc un des plus beaux exemples de gravure de jade qu'il existe. Parce que le jade, c'est compliqué de le graver, de le sculpter. C'est particulièrement difficile, c'est une matière très résistante. Et c'est vrai que tout ce qui est les cultures de Mésoamérique, comme ils ont un sol particulièrement riche en pierre d'origine, comment on dit, par rapport à la lave. Mince, je sais plus comment on dit. Tu sais, genre la très belle pierre noire, là. Oh putain, ça m'énerve. Volcanique. Ah, il n'y avait pas un terme avec la lave comme ça? Ok, non, mais ok. Oui, volcanique, tout à fait. Et ils ont du coup des pierres qui sont difficiles à travailler et ils en ont fait des trucs assez balèzes. Ouais, ça doit être l'obsidienne. Ouais, une belle pierre noire comme ça, ouais, ouais. Ouais, je pense. Ouais, et ils ont des... Oh, mais les bijoux mayas, c'est magnifique. Je sais pas s'ils vont en parler. Oh putain, qu'est-ce qu'ils nous ont trouvé comme... Mais non, mais pas ça. Oh là là. Plutôt aztèque alors. C'est plus connu dans l'imaginaire. Collectif. Donc là c'est la turquoise. Donc ah oui, il est très connu celui-là de masque. C'est une sorte de mosaïque en fait de petites pierres de turquoise. Là aussi. Donc la turquoise étant effectivement un des matériaux les plus utilisés. Ça fait un peu tête de troll hein, quand même. Hein. Ah bah il est c'est le masque de Moctezuma. Est-ce que tu crois que c'est ses dents? Voilà, donc un masque funéraire de mémoire, donc qui est au British Museum. Voilà, et donc c'est plein de petites... Oh putain, c'est long aujourd'hui à charger. J'ai toujours des problèmes de connexion en ce moment. Mais... Bon, Ghislaine, là, on s'en fiche un peu. Donc voilà, ce sont plein de petits... Voilà, tu vois, tu devines un petit peu les petits morceaux. Et ça doit être une sorte de coquillage... t'as pas mal de... pas de l'ivoire. Ah, est-ce qu'ils sont pas une sorte... Je crois pas qu'ils aient eu de l'ivoire... Enfin, je me rappelle plus, tant. Je sais plus. J'arrive. Je regarde. Ça m'intéresse. Ça t'intéresse pas? Oh, mince. Non, c'est... Ouais. Non, donc non. Parce qu'on aurait pu penser, tu vois, t'as certains animaux comme des phoques, des morses, je sais pas quoi, qui pourraient donner... voilà. Magmatique. Oui, je pense que c'était magmatique, je cherchais aussi. Mais volcanique aussi. Ouais, merci. Obsidienne et noire, c'est un verre volcanique très coupant au niveau de sa cassure. Ah oui, non, mais quand tu te coupes avec de l'obsidienne... Désolée, j'ai écouté sans dire bonjour. Mais y a pas de mal. Oh, tu fais ce que tu veux. Y a pas de souci. Et du coup, bah voilà, tu as différentes pierres qui sont très difficiles à tailler comme le jade.
Et tu en as d'autres qui sont compliquées comme l'obsidienne parce qu'elle peut péter facilement. Donc c'est souvent des prouesses techniques. Ouais, même la modo lurk, alors c'est bon. Ça passe. En vrai, ça passe. Ça va bien se passer. Ah! Alors, cela représente un seigneur maya qui a un codex déroulé au-dessus de lui. Non! Mais non, c'est pas ça. Non, dans l'écriture... Enfin, dans l'écriture. Dans la représentation aztèque... Enfin, maya, voilà, plus globalement. C'est vrai que je parle trop des aztèques alors que on est encore sur la période classique. Là, on est autour des années 800, je crois, un truc comme ça. Ça, là, cette petite volute, quand tu as ça dans l'art de la Mésoamérique, une sorte de petite volute, ça veut dire que la personne est en train de parler, en fait. C'est toujours leur manière de représenter quelqu'un qui est en train de parler. Voilà. Donc, une sorte de... Alors, soit dans un sens, soit un truc qui fait un peu... Mais c'est pour dire « Coucou, je suis en train de parler. » Voilà. Et je croyais qu'il disait qu'il y avait un codex au-dessus, mais je comprenais pas. Voilà. Donc non, c'est pour dire « il parle ». C'est comme une bulle dans une BD. Ouais. Oui, sauf que ce petit élément ne veut pas dire... en gros, c'est pas le... Tu vois, c'est le truc de la bulle. Enfin, tu vois, le petit tic-tic. Tu vois. Et après, peut-être que ce qu'il dit, c'est ce qu'il y a là. Enfin, voilà. Je connais pas bien l'écriture. Mais c'est juste pour signaler... hop là, il parle. Donc, ouais, c'est penser au truc de la bulle, ouais, effectivement. Attends. Alors, il porte un bouclier qui représente le dieu jaguar du monde souterrain. Alors, le dieu jaguar, c'est la divinité par excellence des souverains. Hein. C'est la bestiole par excellence que les seigneurs, enfin que tous admirent et en même temps craignent. Bon, je crois que dans le film... Ah putain, comment ça s'appelle ? Tu sais, t'avais un film fait par... Ah, bordel, comment il s'appelle ? La guerre au jaguar, je te jure. Oui, Apocalypto, merci Griffiths. Oui, tout à fait, voilà. Donc, et on retrouve... J'ai pas vu le film, mais j'ai cru voir quelques séquences. Mais Gibson, merci beaucoup. Quelques séquences où le jaguar, c'est la bestiole qui fait graffier à juste raison. Donc voilà, donc c'est la bestiole par excellence qui fait peur et qui du coup forcément elle incarne un animal qui est au-dessus un petit peu de tout le monde, qui en plus a ce côté félin, qui disparaît, qui est un peu mystérieux finalement dans sa manière d'apparaître, de disparaître. Donc forcément dans l'imaginaire collectif il va incarner cette bestiole qui communique avec les mondes souterrains. Voilà. Donc, et c'est une divinité très 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 importante. Enfin, le dieu jaguar, c'est comme la divinité serpent. Ça fait partie ce sont des bestioles qui communiquent avec le souterrain, parce que le principe du ciel, de mémoire, hein, mais le ciel, c'est pas trop le lieu où tu as le monde de la mort, donc le monde de l'après, le paradis. Voilà. Eux, c'est pas là que ça se passe. Ça se passe en dessous, en fait. C'est vraiment ce concept de les dieux, ils sont en dessous, la mort, donc l'enfer est en dessous, et l'équivalent un peu de paradis, il est en dessous aussi. Enfin, vraiment, c'est le monde souterrain et le monde normal. Je sais pas si vous voyez ça comme ça. Voilà. Il me semble qu'il est responsable de la pluie aussi. Oh, t'en as plein qui sont responsables de la pluie. T'as Tlaloc. Enfin, t'en as plein. T'as l'autre là qui fait les inondations, mais qui fait aussi la pluie. T'en as plusieurs. Enfin, la flotte, c'est comme la bouffe. Hein. C'est hyper important. Parce que c'est ce qui va assurer la continuité de la vie. Jaguar, une bestiole. C'est un gros chat qui peut te manger la tête. Voilà. Mais c'est une grosse Gigi, en fait. qui chasse les mouches. Sauf que la mouche, c'est toi. Voilà. À peu près. Hein. Voilà. J'ai vu un jaguar mort sur le bord d'une route en Guyane, il y a plus de 25 ans, qu'un mec essaie de me vendre.
c'était violence. La tête est impressionnante, j'ai fait des cauchemars la nuit suivante. Tu m'étonnes. Oh, l'histoire pas cool. Bah écoute, en tout cas, j'espère que là, ce qu'on fait ne va pas raviver un petit peu cette histoire et que tu vas bien dormir. Ouais. Parce que, ouais. Dans Apocalypto, il me semble qu'ils en ont capturé certains. Ah, mais oui. Je te dis, j'ai pas vu ce film parce que les films de Mel Gibson, j'ai pas très envie. En général, je trouve qu'il y a cette violence comme ça dans le... Voilà, j'ai pas envie d'en voir forcément. Enfin, là-dessus, je suis très... encore une fois, moi, je préfère tout ce qui est film humoristique, positif, etc. Parce que, voilà. Je pense qu'il y a assez de trucs dégueulasses dehors pour en voir en plus au cinéma. Par contre, la lecture, ça, je suis très fan de Stephen King. Bref, non, ça, c'est du passé. Ok, bah écoute, tant mieux. Alors, et il est... attended... en gros, à ses côtés, voilà, il est accompagné, à ses côtés, voilà, par un nain. Oui, en gros, ça court, quoi. Enfin, en gros, là, l'idée, c'est de représenter donc un nain qui va... une personne atteinte de nanisme, parce qu'un nain, c'est pas joli comme terme. Donc une personne atteinte de nanisme qui, en général, faisait souvent partie des cours, que ce soit dans toutes les cours. Les cours en Égypte, tu en avais, dans le monde occidental, tu en avais aussi. Donc voilà, donc les personnes atteintes de nanisme faisaient souvent partie des cours. Et donc là, l'idée, c'est de, je pense, à la place de l'artiste, tu aimes bien optimiser la place que tu as. Donc en gros, ça te permet de mettre une symbolique de la cour, parce que tu as donc un personnage avec une coiffe royale, donc un personnage important qui en plus est accompagné d'une personne atteinte de nanisme, qui doit donc faire partie de la cour. Donc ça te permet de représenter la cour en un personnage qui prend en plus pas beaucoup de place, ce qui est pratique par rapport au jade. Mais après, là je dis qu'il y a un espace vide, il aurait pu se casser un peu plus la tête que ça, notre cher artiste. La fille qui est toujours en train de râler. Donc voilà. Donc le principe de la symbolique, très important, et surtout un élément peut représenter plusieurs éléments. Voilà. Donc dans certains cas, tu vas avoir la représentation d'un arbre. Bah, quand tu as un arbre, c'est-à-dire qu'il y a une forêt. Enfin, voilà. Concrètement, dans l'art, tu as beaucoup comme ça de représentations très schématisées, très symboliques, qui te permet de faire une économie de matière. Voilà. Donc parfois, si tu vois dans une œuvre d'art... plutôt en tout ce qui est antique ou de culture non occidentale, type Renaissance, etc. Si tu vois un arbre, c'est qu'en gros ça symbolise la forêt, hein. Concrètement, c'est pas juste un arbre au milieu de tout jardin, quoi. Je comprends pas cette présence des personnes atteintes de nanisme international. À ton avis, c'est par divertissement, curiosité, quelle fonction ils occupaient? Antique. L'éthique par rapport à... J'ai la ref. Par rapport à l'éthique. Voilà. On a eu un débat hier sur l'éthique, leur inutilité. Voilà. Ça doit être chiant de faire des œuvres antiques. Et oui, très bien joué. Alors, les personnes atteintes de nanisme, elles sont vues en fonction des cultures, mais elles sont vues comme des curiosités. Voilà. Concrètement, il y a de ça. Et tu as certaines personnes qui sont qui sont atteintes de nanisme. Enfin, et encore atteinte, c'est pas un joli terme, je trouve que c'est comme si c'était une pathologie. Enfin, bref. Donc des personnes qui sont atteintes de nanisme, qui jouent le jeu en fait, qui disent autant faire partie de la cour du roi, parce que ça permet notamment d'avoir à bouffer. Donc t'en as qui vont jouer le jeu dans ce sens-là. Qui vont se dire je vais faire partie de la cour. T'en as qui font pas du tout partie des cours, mais globalement il y a cette dimension de curiosité qui est derrière, et du coup comme t'en as en plus qui vont jouer quand je dis jouer le jeu, c'est plutôt de mettre l'accent sur ça et de devenir ce qu'on appelait les bouffons, tu vois, les bouffons du roi. Tu vois, ce côté divertissant, comme tu le dis un peu plus dans ce que tu dis dans ta
dans ta question, quoi. C'est... Ils étaient les... Ça me fait penser un peu, tu vois, aux chauffeurs de salle. Tu vois, il y a ce côté aussi d'entertainer qu'on retrouve chez personne naine, plutôt que nain, pas facile de parler de blessant. Oui, peut-être personne naine, c'est peut-être moins comme Passepartout finalement. J'ai une anecdote sur Passepartout, mais comme ça concerne sa vie privée et son lieu de résidence, je n'en parlerai pas. Pardon. C'est parce qu'en fait, il est pas hyper loin de chez moi. Voilà. Pour faire simple. Voilà, j'irai pas plus loin parce que c'est la vie privée. Mais voilà, c'est rigolo. Oui, peut-être personne... Oui, peut-être que... Tout à fait, peut-être. Donc voilà, il y a cet aspect-là. De la même manière, finalement, que tu retrouves après dans certains spectacles, cirques, depuis très longtemps. Par exemple, les femmes à barbe, tu vois. T'en as qui vont dire, bah tiens, autant créer un spectacle, créer de l'entertainment avec ce qui fait que je suis aussi spécifique par rapport à ce qui est plus conventionnel, quoi, tu vois. Mais ouais, c'était souvent des personnes qui étaient là pour en plus amuser le roi, parce que déjà, c'est drôle quand il est petit. Okay. Et donc eux, t'en as qui jouaient encore plus avec ça, quoi. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres choses aussi, mais ça me fait penser... Enfin, voilà. C'est de ce que j'ai vu, compris, lu, même si j'ai pas lu d'études sur le sujet. Donc voilà. Alors, ça paraît... Attends, unclear, donc... pas précis, enfin voilà. On ne sait pas trop en fait. Ah ok, on ne sait pas trop comment Thomas Gane a eu cette plaque. Ça se trouve, c'est un faux. Mais il a été acquis par lui. Ouais, et en gros... Ouais, enfin, ça reste flou, quoi. Est-ce qu'il l'a eu lors d'une fouille ou, en gros, c'est peut-être après une fouille de terrain, un truc comme ça, voilà. Alors, cette figurine en jadéite avec les jambes croisées vient de Copan et c'est l'une des gravures voilà, les plus intéressantes, les plus fines, machin. Du British Museum. Alors, celle-là, elle vient... Enfin, c'est une petite stèle en jadéite qui vient du signe de Quinigua, au Guatemala. Elle est jolie comme tout. On dirait un petit totem. Et là, t'as un personnage, tu vois les yeux, le nez, hop. La bouche. Bah, je me demande si c'est pas la représentation... Attends, parce que t'avais le... Non, je me demande si c'est pas un des dieux sous sa forme humaine avec la... Mais non, on a essayé. Je sais pas, je vois pas très bien, donc je pourrais pas assurer tout ça. Donc un petit personnage, quoi. Mais c'est... que j'aperçois. Bah, je sais pas. C'est pas impossible. Ça peut être des pendeloques de sa tenue, parce que tu vois, il y a 3 éléments. Je sais pas. Tu parles de ça? Cette partie-là? Tu vois, comme t'as pareil de l'autre côté, je me demande si c'est pas les pendeloques de sa tenue. Je me demande. Noloso. Je ne sais pas. Ah, d'accord, donc cette petite... Ouais, ça ressemble vite fait, quand même. Je suis tordue. Mais non. En même temps, c'était très visuel, le truc.
Donc elle ressemble à une stèle beaucoup plus grande hein, qui vient de... Donc c'est la stèle E qui fait 10 mètres à Quirigua. C'est un petit martifouette. Et du coup c'est lui là, il est en train de... regarde, je le ramène. Ah non c'est Maudsley là du coup. Ok, donc des objets qu'il a trouvés via les fouilles. Donc il montre que c'était peint. C'était peint les sculptures. Mais bon, ça c'est une sorte de calcaire qui a dû... Parce que c'est très poreux le calcaire et c'est compliqué. Ça, les pigments que tu mets dessus, ça part facilement quoi. Parce que c'est poreux, mais ça l'eau, ça adhère vite au truc et donc ça peut niquer la peinture. C'est pour ça que toutes les façades de cathédrale avec la pollution et tout, on a perdu les couleurs quoi. Et il est super naturaliste hein, ce truc là. Hein. Ah c'est du stuc, d'accord. Donc ça doit être un stuc à partir de calcaire brûlé là et réduit en poudre. C'est impressionnant hein, c'est très naturaliste je trouve. Alors Gane a aussi pas les silex, c'est une sorte de silex, des lames, enfin des enfin, tu vois ce que je veux dire. Et le premier à reporter... Ah d'accord, donc en fait, Gane a mis en avant donc, ces objets qu'on a retrouvés, il y en a plusieurs, et donc il a tellement mis en avant ces objets-là que ça a permis à ces objets-là de prendre de la valeur. Voilà. Je ne sais pas si c'était le plus efficient, mais bon. Donc voilà, donc on a ces artefacts un petit peu intrigants, parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça servait en fait. Ça se trouve c'était pour décapsuler les bières. On dirait un ange de la Renaissance. Ouais, c'est impressionnant. Hein, c'est impressionnant je trouve. C'est impressionnant. Oui, il est beau lui. Ouh là là. Un mélange entre Tintin et Haddock. Trouve pas? C'est Thomas Atoll Joyce. Alors, donc il a travaillé au British Museum depuis 1902. Donc en 1910, il a développé une sorte de guide des collections ethnographiques. Donc il s'est intéressé voilà, à ces sujets. Donc, et pas mal d'amitié avec les Américains, Maudsley notamment. Donc il y a eu beaucoup de publications autour de l'Amérique centrale. Amérique centrale, Amérique du Sud et Mexique, donc au niveau des publications archéologiques. Et en 1921, il est devenu conservateur des collections ethnographiques au musée. Voilà. Il tient... Ah, je crois qu'il était en mode hey, regarde mon planté de bâton, tu vois. Non, tiens, regarde mon serpent mort. Regarde ce que j'en fais, moi, à la biodiversité. Voilà. L'ouvre-boîte qui vaut des millions, je te jure. Terrible. Rajoute avec son serpent, il fait trop rire. Avec ce rôle, donc il a été... donc le lien, il a fait beaucoup d'échanges visiblement avec Maudsley au niveau du Victorian Albert Museum, et ce qui a permis de créer une galerie de l'art maya au British Museum. Donc voilà, pas mal d'échanges qui ont été faits entre les deux. C'est marrant comment on dirait qu'il a les mains complètement attachées ou des moignons. Ah, elle est belle cette photo. Alors, au niveau de la carrière de Joyce, les points les plus importants, c'est qu'il a dirigé le British Museum, l'expédition du British Museum au Honduras britannique, donc l'actuel Belize. Et donc c'était une colonie anglaise. Voilà.
En 29, donc l'équipe d'expédition. Donc il y avait plusieurs personnes comme Thomas Gann. Et donc c'est devenu la première équipe scientifique qui s'est intéressée à l'art maya classique sur le site de Pusilla. Et donc ils ont rencontré beaucoup de pierres monumentales, des stèles monumentales avec d'ailleurs qu'ils ont transportées au British Museum, normal, tranquille. Une colonie anglaise. Elle est bonne. Elle est valide. Terrible. Mais non, là, c'est de la pierre. Alors, aujourd'hui, donc, cette stèle K, elle est conservée au British Museum. Donc, bon, ils se sont amusés, visiblement, à la traduire. Regarde, là, on dirait un smiley. Attends, t'imagines les cours d'épigraphie Maya, ça doit être énorme. Ça doit être fantastique. J'enchaînerai sur Blaise Pascal. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça y est. Ça est parti. J'avais lu un truc sur un temple où les phases des marches écrivaient l'histoire de la fondation de la ville avec ses inscriptions. Ouais, ça me dit quelque chose aussi. Ouais. Ah ouais, ça me dit un truc dans le même genre aussi, ouais. Alors, Sir John Eric Sidney Thompson. C'est lequel, là? Donc, c'est une expédition, donc pareil, au Belize, à Lubantoon, en 27. Donc, c'est pendant qu'il était... donc, c'est Thompson. Hein. Donc, il était conservateur au Field Museum à Chicago. Donc, ils se sont rencontrés avec des potes des archéologues. Voilà. Ok, bon, ça veut pas dire, comment dire, c'est pas non plus extraordinaire des fois le texte, hein, c'est surtout que parfois les photos, bon, voilà. C'est quoi derrière, ils ont tout foutu le bordel, c'est ça? Il a l'air tout content, lui. D'accord, l'un des archéologistes et épigraphes maya. Ah! Il a été Knight. Il était... bah oui, Sir. Voilà. Et pour ça, on dit Sir Thompson. Voilà. Tellement famous qu'il est devenu. Voilà. Sir Thompson. Je zioterai la suite en VOD. Merci pour ce moment stream. Très sympa à suivre. Bon stream fin d'après. Merci beaucoup, Crasse-Tête. Merci, des bisous. À bientôt. D'ailleurs, je pense qu'on a bientôt fini. Hein. Ah, aujourd'hui. Le British Museum donc, continue donc, son travail Guatemala, Belize, Mexico, Honduras, différents projets comme le Google Maya Project, British Museum Google Maya Project, donc ils vont faire une street view. Donc les priorités, donc c'est ouais, bon bref, donc en gros, digitalisation des projets. Concrètement, c'est ça. Voilà. Donc de dire qu'ils sont on est inscrit dans une histoire archéologique et que, évidemment, les fouilles continuent, les recherches continuent, la transmission continue, mais elle s'est numérisée. Et c'est une magnifique conclusion pour cette exposition virtuelle consacrée aux collections Maya du British Museum.